Pour ce nouveau webinaire. On a le plaisir d'accueillir un de nos partenaires historiques aujourd'hui qui est Number, en la personne de Laurent. On va parler des statuts juridiques quand on est indépendant et notamment aujourd'hui, on a une cible un petit peu particulière sur les profils plutôt en management de transition et en conseil. Donc voilà, ce webinaire s'adresse plutôt à ce type de personnes aujourd'hui. Et pour commencer, je vais juste rappeler un petit peu deux, trois informations sur le hibou. Donc, moi, je suis Guénaëlle, je suis la directrice marketing et com de le hibou. Et on va avoir Augustin qui va certainement nous rejoindre en cours de webinaire, qui était sur un rendez-vous et qui revient là, qui s'occupe de le hibou exécutif. Donc, le hibou exécutif, c'est une branche qu'on a ouverte l'année dernière pour la partie management de transition et conseil. Et donc, nous avons Laurent Lafort qui aujourd'hui représente Number et qui va bien sûr nous parler des statuts juridiques. Donc, le hibou, pour ceux qui nous connaissent mal ou qui ont rejoint un petit peu la communauté récemment, c'est une société qui a 9 ans, qui va faire 160 millions de chiffre d'affaires cette année. On en a fait 120 en 2024. Il y a un peu plus de 100 000 freelances qui sont inscrits. Donc, nous, à l'origine, on est plutôt sur les métiers de l'IT. Chez le hibou. On fait partie de la French Tech 120 depuis maintenant deux saisons. Et notre particularité, un petit peu comme Number, c'est d'avoir une présence aussi locale dans plusieurs grandes villes de France, donc Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, qu'on a ouvert récemment, et Lyon. On est aussi présent en Belgique, à Bruxelles, et ça permet à tout le monde, en tout cas, d'avoir un ancrage local. Et on organise aussi des petits événements, etc., type after work et autres, ou des tables rondes au niveau local, pour avoir une vraie approche communautaire dans les domaines qu'on couvre, en tout cas. Donc, voilà, vous pouvez aller à la rencontre des personnes si vous êtes dans ces régions-là. Donc, on est une plateforme digitale, mais aussi on a ce côté proximité humain. Voilà, il y a beaucoup de personnes. On est à peu près pas loin de 100 collaborateurs chez le hibou aujourd'hui pour accompagner tous les freelances qui sont en mission et bien sûr les clients associés. Et juste rapidement, donc le hibou exécutif, la branche qu'on a ouverte l'année dernière, ça couvre 3 grands domaines chez nous. Donc, toute la partie vraiment management de transition. Donc, c'est de la direction de transition. Donc, on a commencé d'abord sur les métiers de l'IT, donc des DSI de transition et autres. Et maintenant, on s'étend à d'autres fonctions. La partie conseil, et surtout en transformation digitale. Et après, sur la partie IT, on va être sur des missions en pilotage de programmes, des directeurs de programmes ou des directeurs de projets. Donc, vous êtes un peu plus de 5000 sur ces profils-là inscrits sur le hibou aujourd'hui. Vous avez pour la plupart beaucoup d'expérience, en moyenne 18 ans, ça peut aller même bien plus que ça. Et en général, nous, les missions qu'on propose sont des missions d'une durée moyenne de 12 mois. Et ça peut même aller bien au-delà. Voilà, on a des personnes qui sont en mission maintenant depuis 2 ans avec nous. Mais on est plutôt spécialiste de la mission longue. Voilà, pour le hibou et donc le hibou exécutif. Et maintenant, je vais laisser la parole à Laurent, qui va pouvoir nous parler des statuts juridiques et de l'accompagnement Number. Merci Guénaëlle et bonjour à tous. Donc en effet, on se retrouve pour parler statut juridique. Pour me présenter peut-être rapidement, je travaille pour le cabinet d'expertise comptable Number. Donc on a un réseau de cabinets présents partout en France, d'où les différentes vignettes avec certaines de nos villes qui sont représentées. Si vous voulez jouer à qui est-ce, à l'époque je portais une moustache, donc vous pouvez me trouver parmi les visages présents sur les photos. Et donc voilà, l'idée c'est qu'on accompagne à la création d'entreprises et on a une spécialité qui est d'accompagner essentiellement des activités de prestation de services intellectuels. Donc on a beaucoup de consultants indépendants sur tout type de conseils, mais voilà, pas mal de managers transition qu'on va accompagner sur la phase de lancement et sur la comptabilité derrière. Et en quelques chiffres. Juste une petite précision, pour ceux qui nous suivent. Si vous avez des questions, vous avez un chat sur votre droite. N'hésitez pas à poser vos questions ici et on s'efforcera d'y répondre le mieux possible.
Parfait. Et donc oui, en quelques chiffres, aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans qu'on existe et pour montrer à quel point la création d'entreprise fait partie de notre ADN, il y a 70% de nos clients actuels qu'on a accompagnés sur leur création d'entreprise. Donc, au-delà de faire de l'expertise comptable, on peut se targuer d'être de vrais spécialistes de la création d'entreprise. C'est quelque chose que l'on fait au quotidien avec des porteurs de projets. Et donc, on se retrouve pour parler statut. Donc, le programme, il est simple. On va passer en détail les différents formats juridiques qui s'offrent à vous si vous souhaitez vous lancer en tant qu'indépendant. Donc, on fera un petit focus sur la micro-entreprise, l'entreprise individuelle au réel et les formats sociétés, EURL, SARL, SASU, SAS, avec à la fin également un petit focus sur le portage salarial, parce que certains se posent la question de commencer par du portage salarial, ou peut-être que certains d'entre vous sont déjà en portage salarial et voudraient basculer sur un format société. Donc, ça nous permettra comme ça de voir les avantages et les inconvénients de toutes les possibilités, que ce soit une création d'entreprise ou du portage salarial. Et on a essayé de rendre la chose très concrète. Donc, on a intégré des simulations qui nous donneront une image de ce qui nous reste dans la poche après impôt sur le revenu, après les charges sociales, statut par statut. Donc voilà, le panorama, si on souhaite créer sa propre structure, c'est celui-ci. En fait, on a deux grandes familles. On a la famille des entreprises individuelles et la famille des sociétés. On différencie les deux parce que juridiquement, c'est totalement différent. En entreprise individuelle, je suis obligatoirement seul. Je n'ai pas d'associé avec moi. En fait, mon entreprise, c'est moi-même. Voilà, il n'y a pas de séparation entre moi et mon activité. Donc, sur les formats d'entreprise individuelle, on va retrouver la micro-entreprise qu'on va définir de façon un peu plus longue sur les slides suivantes. L'entreprise individuelle classique ou entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu, qui est le format dans lequel on bascule si on dépasse les seuils de micro-entreprise. Et dernier point, l'entreprise individuelle à l'impôt sur les sociétés, que l'on ne va pas aborder de façon précise sur notre webinaire parce qu'elle correspond grosso modo à l'EURL dans le modèle de fonctionnement, dans la fiscalité, dans les charges sociales à payer. Donc, pour se gagner un peu de temps et pour faire plus simple, on ne va pas aborder l'entreprise individuelle à l'IS. Et généralement, pour des activités comme la vôtre de manager de transition, l'entreprise individuelle à l'IS ne va pas être intéressante. On va être directement en EURL. On ne va pas passer par l'entreprise individuelle qui nous coupe de certaines optimisations. Donc là, on a vu le panorama des entreprises individuelles qu'on distingue des sociétés. En société, juridiquement, on va créer une personne morale différente de nous. Donc, il y a une réelle séparation entre moi et ma structure. En cas de dette vis-à-vis de tiers, je ne suis pas engagé sur ma société. Enfin, mon patrimoine personnel est bien différent, donc il n'est pas saisissable. Deux grandes familles de sociétés qu'on verra en détail, le URL SARL gérant majoritaire et la SASU SAS. On met ensemble le URL et la SARL tout simplement parce que, au fond, ce sont les mêmes formats juridiques. Ce qui va changer, c'est simplement le nombre d'associés. En EURL, je suis seul associé. En SARL, j'ai d'autres associés avec moi. Mais la fiscalité et la protection sociale du dirigeant de URL ou de SARL sera la même. Donc, c'est pour ça qu'on les regroupe. SASU SAS, même schéma, on les met ensemble parce que les implications pour la fiscalité et les charges sociales du dirigeant sont les mêmes. Ce qui va changer simplement, c'est le nombre d'associés. SASU, je suis seul associé. SAS, j'ai d'autres associés avec moi. Donc, bon, si vous décidez de vous créer une société en tant que manager de transition, sans associé avec vous, vous allez parler de URL dans un cas ou de SASU dans un autre cas. Mais pas de SAS ni de SARL. Donc, voilà pour le panorama. On a pu distinguer ici, du coup, les différences juridiques entre les formats entreprises individuelles et les formats sociétés. Maintenant, ce qui nous reste à voir pour bien appréhender les différents formats,
c'est les différences en termes de fiscalité. Donc, quel impôt j'aurai à payer, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, et sur quelle base va s'appliquer cette fiscalité-là. Autre chose à appréhender, l'aspect social. En fonction du format juridique choisi, je vais être rattaché soit au régime des indépendants, soit au régime général avec cotisation à la retraite des cadres. Donc tout ça, ça a un coût. Vous allez payer plus ou moins de charges sociales en fonction de la couverture. Et la nature de la protection sociale sera différente aussi. Dans un cas, vous allez être très bien couvert au niveau notamment de la retraite. Et dans un autre cas, quand on est chez les indépendants, un peu moins. Donc, on va définir sur la suite de la présentation l'impact en termes de fiscalité, en termes de protection sociale, statut par statut. Donc, on va commencer par le format le plus simple sur le papier, qui est le format de micro-entreprise. Donc, on va le passer assez rapidement parce qu'on est assez limité en termes de chiffre d'affaires. Donc, pour des activités comme la vôtre de manager de transition, où on est amené à facturer rapidement pas mal de chiffre d'affaires, la micro-entreprise ne va pas être forcément le format adapté. On va directement passer par des formats sociétés. Mais bon, ça fait partie de l'éventail des possibilités. Donc, on va en parler rapidement. Donc, souvent, la micro-entreprise, on la retrouve dans deux situations. Soit je ne sais pas du tout où je vais, je n'ai pas de clients et donc je vais vouloir tester mon activité pour voir si ça prend. Et ensuite, une fois que ça a pris, basculer en format société. Donc, ça, première situation. Deuxième situation, je suis salarié, j'ai un side project à côté qui me demande d'avoir un véhicule juridique pour facturer mes missions. Là, ça peut être intéressant d'avoir une micro-entreprise. Pourquoi ? Parce que la micro-entreprise va nous demander très peu de choses sur la partie administrative. Il y a très peu de déclarations à faire et vous êtes autonome pour faire cela. Donc, vous n'avez pas besoin d'experts comptables pour faire les déclarations et le suivi administratif de votre micro-entreprise. Et donc, la question qu'on peut raisonnablement se poser, c'est quand on est sur une activité principale, est-ce que la micro-entreprise est adaptée ou non ? Donc, pour y répondre, on va définir un peu plus en détail la micro. Donc, première chose qu'on va définir ensemble, la partie sociale de la micro-entreprise. Donc, en micro-entreprise, vous avez un statut social de travailleur non salarié, TNS. Et à ce titre, vous serez affilié à la sécurité sociale des indépendants. Donc, vous aurez à payer des cotisations sociales pour eux tous les mois ou tous les trimestres en fonction de l'option déclarative choisie. Et dans ces cotisations, vous allez payer allocation familiale, maladie, retraite, prévoyance et prélèvements sociaux, la CSG-CRDS. Les taux de cotisation vont dépendre de la nature d'activité. Mais pour des activités de manager de transition, on est sur une activité de prestation de service. Donc, le taux qui s'applique est le taux de 24,6%. Et il s'applique sur la base du chiffre d'affaires. Donc, mettons, vous déclarez 1 000 € de chiffre d'affaires, vous payez 246 € de charges sociales sur les 1 000 € de CA générés. Donc, ça, c'est sur la partie sociale. Sur la partie fiscale, vous allez être imposé en micro à l'impôt sur le revenu sur votre chiffre d'affaires moins un abattement forfaitaire. L'abattement forfaitaire dépend de la nature de l'activité, encore une fois. Et pour les activités de manager de transition, on est sur de la prestation de service. Donc, l'abattement qui s'applique est l'abattement de 34%. Donc, exemple, je fais 10 000 € de chiffre d'affaires, je serai imposé sur 10 000 € moins 34%. Et donc, c'est ce reliquat-là qui va subir derrière le barème progressif de l'impôt sur le revenu, qui va s'ajouter à mes autres revenus du foyer fiscal. Donc, voilà pour le régime fiscal de droit en micro-entreprise. Et on a vu les cotisations sociales qui s'appliquent. Donc, pour garder ce qu'on appelle le micro-fiscal, qui est le système d'abattement, et le micro-social, qui est le taux de cotisation
que je viens de vous donner, il faut respecter un chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires pour les activités de prestat de service, il est de 77 700 euros. Et on est sur un chiffre d'affaires encaissé. Il peut y avoir une subtilité entre le chiffre d'affaires facturé et le chiffre d'affaires encaissé. Donc, c'est le chiffre d'affaires encaissé qui fait foi. Donc, si vous restez en deçà des 77 700, aucun souci. Vous restez avec le système d'abattement et les taux de cotisation à 24,6%. Par contre, si vous dépassez 2 années de suite ce seuil de 77 700, terminez pour vous la micro-entreprise et vous basculez directement au 1er janvier de l'année suivant les 2 années de dépassement à l'entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu, qu'on va définir après. Autre point à anticiper en micro, c'est ce qui concerne la TVA. Quand vous allez démarrer votre activité en micro-entreprise, vous allez démarrer sur un régime de TVA que l'on appelle la franchise en base de TVA. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous n'avez pas de déclaration de TVA à faire puisque vous ne collectez pas de la TVA auprès de vos clients. Donc, sur vos factures, directement le TTC, il n'y a pas de TVA à appliquer. Sauf que pour rester en franchise de TVA et pour ne pas facturer de la TVA, il faut respecter donc un seuil de chiffre d'affaires qui est de 41 250 euros pour les activités de prestation de services. Donc, si vous dépassez les 41 250 euros, vous devez facturer avec de la TVA à partir du 1er jour du dépassement du seuil. Donc, bien avoir en tête pour ceux qui pensaient être en micro-entreprise, 2 choses. Le seuil de TVA à anticiper, puisque si vous dépassez le seuil de TVA, vous devez facturer vos clients avec de la TVA au 1er jour de dépassement du seuil. Et autre seuil à avoir en tête, le seuil de chiffre d'affaires des 77 700 qui vous permet de rester avec le système d'abattement et les taux de cotisation sociale de 24,6%. Peut-être pour rendre la chose plus concrète, une simulation, donc la situation est assez simple, 50 000 euros de chiffre d'affaires, célibataire sans enfant, avec quelques dépenses, 5 000 euros de dépenses, plus 5 000 euros de frais mixtes, qui sont des frais à la fois pro et à la fois perso. Donc, ça peut être, par exemple, l'Internet, le téléphone fixe, l'achat du matériel informatique, une quote-part de loyer, si je domicilie mon entreprise chez moi. Donc, tout ça, ce sont des frais qu'on pourrait passer en société et qu'on ne peut pas déduire en micro-entreprise. Donc, dans ma simulation, je dois payer donc des cotisations sociales sur la base des 50 000 euros de chiffre d'affaires encaissé. Donc, ça me donne 12 300 euros de charges sociales à payer. Et ensuite, je dois payer de l'impôt sur le revenu à hauteur de 3 494 euros. Donc, on met les 50 000 euros sur le système du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et donc, pour un célibataire sans enfant, il en ressort 3 494 euros à payer. Donc, qu'est-ce qui nous reste net dans notre poche? Il nous reste donc 50 000 euros, moins les charges sociales, moins l'impôt sur le revenu, moins mes dépenses, mes charges liées à l'activité. Donc, ça nous donne 24 206 euros. Alors, en synthèse sur la micro, ce qu'il faut retenir, première chose, c'est la simplicité du format. Il y a très peu de démarches administratives. Les démarches à la création et à la fermeture se font en ligne et sont gratuites. Donc, vous êtes autonome pour ouvrir et fermer votre micro-entreprise. En micro-entreprise, tant qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de charges sociales à payer et pas d'impôts. Donc là aussi, ça offre une certaine sécurité pour les projets sans réelle visibilité. Et puis, les déclarations à faire sont assez simples puisque vous déclarez votre chiffre d'affaires encaissé tous les mois ou tous les trimestres. Donc, il n'y a pas besoin de tenir une comptabilité à proprement parler. Et pas de TVA à déclarer tant que vous êtes en dessous du seuil de franchise.
Deuxième point, c'est l'inconvénient de la simplicité, c'est qu'il y a très peu d'optimisation possible. Vu que vous avez un système d'abattement avec les 34% qui vient baisser le chiffre d'affaires imposable, vous n'avez pas la possibilité de déduire toutes les dépenses engagées dans le cadre de l'activité. Et donc, notamment les charges mixtes qui sont pro-perso. Donc, on le verra sur les slides suivantes, mais voilà, l'avantage d'être en société notamment, c'est que la société va pouvoir prendre en charge une partie de nos dépenses personnelles. La quote-part de loyer, l'Internet, le téléphone fixe, l'achat du matériel informatique, les frais de déplacement et tout un tas d'autres dépenses qu'on va pouvoir rattacher à sa société. Et donc, la société va pouvoir payer ces dépenses qui sont un peu pro et un peu perso. Et donc, en micro-entreprise, on se coupe de ces optimisations-là. Troisième point, en micro, faire attention au seuil, donc deux seuils, le seuil de TVA et le seuil des 77 700 pour rester au système micro-fiscal et micro-social. J'en profite pour prendre une question de Florent qui nous demande si la micro est cumulable avec une SASU, par exemple. Alors, on peut cumuler SASU et micro si on est sur deux activités différentes. Par contre, si on est sur une même activité, ce n'est pas possible. Ça va être vu comme un abus de droit par l'administration fiscale. Ils vont considérer que vous avez une micro-entreprise pour payer des cotisations sociales sur des taux faibles et vous avez une société pour faire passer les frais et potentiellement vous verser des dividendes en payant peu d'impôts. Donc voilà, ça, ce n'est pas vu par l'administration comme une optimisation, mais c'est vu comme un abus de droit. Donc si on passe à une SASU, de fait, la micro se ferme et voilà. Et après, on est sur exactement. C'est ça. Par contre, si on est sur deux activités totalement différentes, là, on peut cumuler micro et SASU. Très clair. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions sur la micro-entreprise, on va maintenant parler de l'entreprise individuelle au réel. Donc, c'est le format dans lequel on bascule quand on dépasse 2 années de suite le seuil des 77 700 € de la micro. Donc, comme son nom l'indique, entreprise individuelle au réel, on va pouvoir ici déduire en fonction de leur valeur réelle toutes les charges liées à l'activité. Dans les charges liées à l'activité, on a les frais. Donc, j'ai mentionné quelques-uns, les frais de déplacement, le matériel informatique, les cadeaux clients. Donc, voilà, toutes les dépenses engagées dans le cadre de l'activité. Et on a également les charges sociales. Donc, tout à l'heure, les charges sociales en micro, on ne les déduisait pas. Elles étaient incluses dans l'abattement des 34%. Ici, en entreprise individuelle, au réel, on va pouvoir déduire le coût des charges sociales payées. Donc, dans mon schéma, il reste assez simple. J'ai mon chiffre d'affaires, je déduis de mon chiffre d'affaires mes frais et mes cotisations. À la fin, je dégage un bénéfice et sur ce bénéfice, j'aurai à payer de l'impôt sur le revenu. Donc, fiscalement, en entreprise individuelle au réel, on reste à l'impôt sur le revenu, mais ici, la base sur laquelle l'impôt sur le revenu va s'appliquer ne sera pas le chiffre d'affaires comme précédemment en micro-entreprise, mais sera le bénéfice. Donc, le bénéfice, c'est ce qui reste une fois qu'on a déduit frais et cotisations sociales. Au niveau social, maintenant, on a vu l'impact fiscal. Au niveau social, on est toujours travailleur non salarié. Donc, on reste affilié à la sécurité sociale des indépendants. Mais ici, le modèle de calcul des cotisations va changer puisqu'on va devoir payer ces cotisations sociales sur la base du bénéfice à un taux de 45%. Donc, tout à l'heure, on était à 24,6% qui s'appliquait sur le chiffre d'affaires. Ici, on est 45% qui s'applique sur le bénéfice. Donc, petite simulation pour y voir plus clair. Donc là, on est toujours célibataire sans enfant, mais avec un chiffre d'affaires qui est un peu plus important, qui est à 125 000 €.
Donc, j'ai mes 125 000 euros de chiffre d'affaires. Je déduis des dépenses fournisseurs qui sont un peu plus nombreuses en entreprise individuelle au réel, parce qu'on a plus d'obligations administratives qu'en micro-entreprise. Donc, dépenses fournisseurs, 10 000. Et j'arrive à dégager 5 000 euros de frais mixtes, qui sont pro-perso. Je paie 33 000 euros de cotisation sociale. Donc, à la fin, j'ai un bénéfice qui va subir l'impôt sur le revenu, les 18 000. Donc, qu'est-ce qui me reste dans ma poche en fin de course? Il me reste mon bénéfice net d'impôt sur le revenu. Et je vais ajouter à ça les frais mixtes, qui sont les dépenses pro-perso que mon entreprise va payer pour moi. Donc, on peut considérer les frais mixtes comme une source de revenus indirect, puisque la société ou mon entreprise va payer pour moi mes frais de déplacement, mon matériel informatique, mes déjeuners du midi quand je suis en mission à l'extérieur. Donc, je n'ai pas besoin de sortir ces ressources de mon entreprise. Donc, ça m'évite de payer de l'impôt sur le revenu et des charges sociales, comme si ça avait été du bénéfice que je récupère à titre personnel. Donc là, c'est des frais, donc on va pouvoir les déduire et c'est mon entreprise qui va prendre en charge ces dépenses qui sont pro-perso. Donc, dans le revenu net après impôt, on va l'ajouter au bénéfice, puisque c'est une forme de revenu que vous arrivez à dégager de votre entreprise. Alors, on a Thierry qui pose une question sur les cotisations sociales, en fait. Oui. Qui a l'air de s'étonner que ça représente 45% du bénéfice. Oui, en fait, là, pour simplifier le calcul, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes travailleur non salarié, le calcul des cotisations sociales est un poil complexe. En fait, c'est un système d'acompte et de régularisation en N+1, N+2. Donc, concrètement, vous avez en année 1, allez, si vous ne faites rien, vous avez à peu près 3 000 euros de cotisations sociales à payer. Sauf que ces 3 000 euros sont des acomptes forfaitaires. Ils ne sont pas calculés sur la base du montant réel de bénéfices générés. Le bénéfice généré, vous allez le déclarer l'année suivante, au mois de mai, au moment de votre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc, à partir de ce moment-là, la sécurité sociale des indépendants connaît votre bénéfice de l'année précédente et sont en mesure de calculer le montant réel des cotisations sociales que vous auriez dû payer sur la première année. Donc, ils vont faire le calcul de ce que vous avez déjà payé en acompte forfaitaire et de ce que vous auriez dû payer. Et ils vont vous demander de régler la différence sous forme de régularisation sur le second semestre N+1. Donc, en fait, sur le plan de la trésorerie, les cotisations sociales, elles sont versées en plusieurs fois concernant l'année en cours. Il y a une partie versée sur l'année en cours sous forme d'acompte et il y a une autre partie qui va être réglée l'année suivante sous forme de régularisation. Donc, ce qui implique que là, sur la simulation, on a, pour simplifier les choses, on a calculé des cotisations sociales à payer sur la base de, a priori, 125 000, moins 10 000, moins 5 000 de frais mixtes et moins les acomptes forfaitaires que vous devez payer. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que vous ne payez pas des cotisations sur des cotisations payées. Donc, c'est ce qui explique le différentiel, Thierry, entre les 45% de 110 000 et les 33 000 qui ressortent sur la simulation.
Mais c'est un poil technique et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident, ce système de calcul pour les TNS avec des acomptes forfaitaires, puis des régularisations en N+1. D'ailleurs, là-dessus, il y a un petit tips qui est de mettre à jour sur le portail de l'URSSAF un estimatif de bénéfices pour que les acomptes payés tout au long de l'année soient au plus proche de la réalité et faire en sorte ainsi de payer moins de régules sur l'année N+1. Okay. Donc, en synthèse sur l'entreprise individuelle, premièrement, un point à retenir, une certaine simplicité dans le format, notamment sur la phase de création de l'entreprise individuelle. Contrairement aux sociétés, il n'y a pas d'annonce légale, il n'y a pas de greffe à payer. Donc, les démarches sont plus simples et moins coûteuses. Deuxième point par rapport à la micro-entreprise, ici, on va pouvoir déduire ces dépenses en fonction de leur valeur réelle. Donc, il y a un peu plus d'optimisation à faire. Mais les optimisations en entreprise individuelle ne sont pas non plus très, très grandes. En fait, on va pouvoir jouer simplement sur les dépenses et les frais pour baisser le bénéfice et donc baisser la base imposable et payer moins d'impôts à la fin. Alors que sur des formats sociétés qu'on va voir après, on a beaucoup plus de leviers possibles pour maîtriser sa fiscalité et ses charges sociales. En société, on va pouvoir décider de se verser des dividendes ou de se verser de la rémunération. Et donc, en fonction, on va pouvoir arbitrer entre impôts, charges sociales et avoir une plus grande maîtrise de la fiscalité créée et des charges sociales à payer. Donc ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Ce qui fait que, généralement, l'entreprise individuelle, pour des activités de manager de transition, ne va pas être adaptée. En fait, soit on a très peu de visibilité et on va commencer par la micro, soit on a déjà des clients, ce qui arrive le plus souvent, parce que quand vous devez vous lancer, c'est que vous avez déjà les clients à facturer. Donc, si vous avez déjà les clients, le plus intéressant, c'est de directement commencer sur un format société où on va retrouver les différents leviers d'optimisation que l'on n'a pas en entreprise individuelle au réel et que l'on n'a pas en micro. Ok, on a deux questions. On a d'abord Mohamed qui demande, alors qui revient sur l'explication des cotisations sociales et qui demande si ça veut dire que l'an prochain, on paiera 45% de charges sociales basées sur le bénéfice de 66 000 euros. Oui, en fait, sur la première année, donc là, dans mon exemple, 125 000 euros, moins 10 000, moins 5 000. Et en fait, il faut compter les 3 000 euros d'acompte forfaitaire. Et donc, sur cette base-là de bénéfices, derrière, on déclare à l'administration fiscale et à l'URSSAF en N+1. Et sur cette base, ils vous calculent les cotisations sociales à payer de la première année. Ok. Et ensuite, on a Alexis qui demande s'il existe un seuil dans les frais mixtes quand on est en entreprise individuelle. Non, il n'y a pas de seuil. En fait, ça va dépendre de la nature des dépenses. Certaines dépenses vont être très encadrées par l'administration fiscale et l'URSSAF. Donc là, il y aura des règles précises. Par exemple, pour la quote-part de loyer, si vous domiciliez votre entreprise chez vous, la surface utilisée pour le bureau, qui va servir pour le calcul ensuite du loyer que votre entreprise va vous verser, cette surface ne doit pas excéder 30% de la surface totale de votre habitation. Pareil sur les déjeuners du midi quand vous êtes en mission, il y a des règles très précises de montant à ne pas dépasser. Donc, il n'y a pas un plafond global de frais mixtes, mais c'est vraiment nature de dépense par nature de dépense qu'il va falloir justifier les dépenses engagées et respecter les différents critères que nous donnent l'URSSAF et les impôts. Alors, on va maintenant passer au format société. Donc, l'idée ici, ça va être de faire la différence entre le URL SARL et la SASU SAS. Et donc, pour ça, on va redescendre ensemble ce qu'on appelle un compte de résultat, donc une organisation comptable de société. Et donc, à chaque étape, j'essaierai de vous montrer l'impact en termes
d'impôts et de charges sociales. Donc, si je redescends mon compte de résultat, je pars de mon chiffre d'affaires, je déduis de mon chiffre d'affaires mes frais. Donc, encore une fois, dans les frais, on va retrouver les fameux frais mixtes pro-perso. Donc, c'est à peu près les mêmes qu'on retrouve en entreprise individuelle au réel, il n'y a pas de grande différence. Ensuite, notion nouvelle par rapport à tout à l'heure, la notion de rémunération. Puisque en société, juridiquement, vous êtes en personne morale. Donc, la société est vraiment différente de vous, personne physique. Si vous voulez vous récupérer de l'argent de votre société, il faut le justifier. Donc, on le justifie soit parce qu'on se rembourse des frais mixtes qu'on a avancés pour sa boîte, soit parce que notre société va nous verser une rémunération en tant que dirigeant. Cette rémunération, on a la maîtrise du montant que la société va nous verser. Vu qu'il n'y a pas de lien de subordination entre nous et notre société, on va pouvoir arbitrer un mois se verser 0, l'autre mois 3 000, redescendre à 1 000, faire 0 ensuite. Donc, on a une réelle maîtrise du montant de sa rémunération. Et ça, qu'importe le statut, qu'on soit en EURL ou en SASU. Sur le plan fiscal, sur cette rémunération, on aura à payer de l'impôt sur le revenu, qui est exactement la même fiscalité que la fiscalité d'un salarié. Ça rentre dans la catégorie des salaires et traitements. Donc, on aura la même fiscalité qu'un salarié sur la rémunération versée par notre entreprise. Ce qui va changer, c'est le traitement social de cette rémunération. En EURL et SARL, j'ai un statut social de travailleur non salarié, donc je suis affilié à la sécurité sociale des indépendants. Donc, à ce titre, mon taux de cotisation, il va être de 42%. Et ici, en société, les cotisations sociales, on les paie sur la base de la rémunération. En micro-entreprise, les cotisations étaient payées sur la base du chiffre d'affaires. En entreprise individuelle au réel, elles étaient payées sur la base du bénéfice. En société, on les paie sur la base de la rémunération. Donc, quand on choisit sa rémunération, quelque part, on choisit aussi le montant de cotisation sociale que l'on va payer. Donc, c'est en ça qu'en société, on a une plus grande maîtrise puisque notre choix a un direct impact sur la fiscalité et les charges sociales à payer. Donc, en EURL, travailleurs non salariés, 42% du salaire net. Donc, par exemple, si ma société me verse 1 000 € de rémunération avant impôt sur le revenu, elle aura à payer 420 € de cotisation sociale. Si je me place maintenant en SASU, donc en SASU, j'ai un statut social d'assimilé salarié. Ce qui signifie que je vais payer les cotisations sociales auprès du régime général et de la retraite des cadres, l'Agirc-Arrco. Donc, on a une très, très bonne couverture sociale, qui est pratiquement la même couverture sociale que celle d'un salarié cadre. Donc, c'est une très, très bonne couverture, sauf que cette couverture a un coût. En SASU SAS, le coût, il est de 75% en moyenne de la rémunération versée. Donc, ici, pour 1 000 € de rémunération nette avant impôt sur le revenu, il faut compter 750 € de charges sociales à payer. Donc, on comprend que le coût de la protection sociale est beaucoup plus important en SASU par rapport à l'EURL. Donc, ça, c'est vraiment le point discriminant entre la SASU et l'EURL. Le coût de la protection, voilà, qui est beaucoup plus important en SASU. Si je me replace dans mon schéma de compte de résultat, donc j'ai déduit mes frais, ma rémunération et mes cotisations sociales. À la fin, il me reste un bénéfice. Sur ce bénéfice, j'aurai à payer de l'impôt sur les sociétés. Donc, l'impôt société, c'est un impôt qui est progressif avec deux tranches. Une tranche entre 0 et 42 500 € où on paie 15% d'impôt société. Et au-delà de 42 500, on va payer 25. Donc, ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est la progressivité. Ce n'est pas parce qu'on dépasse de 1 € 42 500 que tout sera imposé à 25%. Voilà.
les 42 500 premiers sont imposés à 15% et ce qui sera au-delà sera imposé à 25%. Une fois que j'ai payé mon impôt société, il va me rester quelque chose, le bénéfice net. Et ce bénéfice net, je vais arbitrer entre soit le laisser dans ma structure et le placer en réserve, soit le récupérer en partie ou en totalité pour moi. Et ça va prendre la forme de dividendes. Sur les dividendes, en termes de fiscalité, pas de différence qu'on soit en SASU ou en EURL, puisqu'on a un taux d'imposition fixe qui va être à 12,8%. Fixe, c'est-à-dire qu'il est complètement décorrélé des autres revenus du foyer fiscal. Donc, même si j'atteins une tranche marginale d'imposition à 41%, mes dividendes seront imposés à 12,8%. Donc là-dessus, pas de différence. La différence, encore une fois, elle va se retrouver sur la partie sociale. En EURL et SARL, les dividendes sont considérés comme une forme de rémunération et donc on vous fait payer 42-45% de cotisation sociale sur la base des dividendes. En SASU SAS, pas de cotisation sociale à payer, simplement des prélèvements sociaux, la CSG-CRDS, à hauteur de 17,2%. Donc, quand on prend une vision d'ensemble sur le traitement des dividendes, en SASU, on paie 30%, 17,2% de prélèvements sociaux, plus 12,8% d'impôt sur le revenu. Quand on additionne les deux, 30%. En EURL et SARL, on doit payer pratiquement le double, 42% de cotisation, plus 12,8% d'impôt sur le revenu. Donc, concernant les dividendes, avantage clair à la SASU par rapport à l'EURL. Donc, on comprend ici qu'il n'y a pas un meilleur format par rapport à un autre. Chaque format a ses avantages et ses inconvénients. Si on est sur un modèle où on doit se verser de la rémunération et qu'on veut payer le moins d'impôts et de charges possible, l'EURL va être plus avantageuse. Si on est sur un format où on n'a pas besoin de se sortir de la rémunération parce qu'on a déjà des revenus à côté qui nous garantissent une protection sociale, donc ça va être le cas notamment si je suis salarié, si je suis au chômage, si je suis à la retraite. Donc dans ces trois situations-là, grâce aux revenus que je viens de citer, j'ai ma protection, donc ça ne me sert à rien de payer des cotisations sociales sur de la rémunération de société puisque j'ai déjà ma protection, donc pas besoin de cotiser en plus. Donc, si je ne me rémunère pas, comment je ressors l'argent sous forme de dividendes? Et en SASU, on va payer que 30%. Donc, la SASU va être un modèle assez intéressant, voilà, notamment quand on a des revenus à côté qui nous garantissent la protection sociale. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de se verser de rémunération et qu'on peut tout prendre en dividendes en jouant à fond sur les 30% d'impôts et de prélèvements sociaux. Voilà, tout On additionné. voit souvent des personnes en SASU qui, du coup, sont tentées de se rémunérer uniquement en dividendes et pas de rémunération. Là, on est d'accord que, du coup, il y a quand même un risque en termes de protection sociale. Exactement. Là, je donnais l'exemple de situation où on avait d'autres revenus à côté qui nous garantissent une protection sociale. Par contre, si on n'a pas d'autres revenus et que notre société génère notre revenu, là, il faut absolument se verser de la rémunération pour cotiser, notamment pour avoir une prévoyance, cotiser pour la retraite avec les points de retraite complémentaires. Donc, c'est extrêmement dangereux de faire ce calcul. Je ne me verse rien, je prends tout à dividende. Parce que derrière, voilà, vous avez une très, très faible protection sociale, voire pas du tout sur certains aspects. Ça répond à la question de Farid, justement. En effet, on est tenté parce que c'est plus rentable, mais c'est très risqué de ne pas se verser de rémunération. Et juste reviens sur une question d'Alexis, plutôt sur les frais. Est-ce qu'on peut déduire une voiture de fonction et dans quel cadre, en EI, en EURL ou en SASU? Oui, alors concernant le véhicule, en fait, il y a deux possibilités. Soit on a un véhicule personnel qu'on va utiliser pour des déplacements professionnels. Donc là, on va pouvoir se faire rembourser par son entreprise des indemnités kilométriques.
Donc, les indemnités kilométriques, on les calcule en fonction des chevaux fiscaux du véhicule, des kilomètres parcourus sur l'année. Et ça nous donne un coefficient qu'on applique au nombre de kilomètres. Donc, quand on est sur ce schéma-là, il faut tenir un registre de tous les déplacements afin d'avoir un calcul précis des kilomètres parcourus. Comme ça, en cas de contrôle fiscal, voilà, on a notre justificatif, on montre qu'on est carré, que tout est justifié et on n'a pas de risque de se faire redresser. D'ailleurs, nous, pour nos clients, on a un module spécifique pour suivre les indemnités kilométriques grâce aux applications de gestion de time qui permet de renseigner les déplacements, de mettre des récurrences si vous avez toujours les mêmes déplacements. Donc, ça va faciliter le suivi et le calcul des kilomètres. Donc, voilà, ça, c'est si vous utilisez votre véhicule personnel pour des déplacements professionnels. Autre situation, vous décidez d'acheter directement le véhicule via votre entreprise. Donc, ça, c'est totalement possible. Par contre, attention, si ce véhicule-là est votre seul véhicule sur votre foyer, en cas de contrôle fiscal, les contrôleurs vont se dire « Ok, c'est son seul véhicule, donc forcément, il utilise son véhicule pro pour des déplacements personnels. » Donc, il va falloir appliquer une quote-part d'utilisation professionnelle du véhicule pour bien faire la différence entre ce qui est pro et perso. Et quand on va acheter directement un véhicule sur sa boîte, on va créer une fiscalité complémentaire. On aura, ça dépend des situations, mais on aura très certainement une taxe sur les véhicules de société à payer. Et pour toutes les dépenses qu'on ne va pas justifier pour des déplacements pro, on aura à payer de l'avantage en nature dessus. Donc, ça va rentrer sur la rémunération du dirigeant. Donc, ça signifie paiement de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu. Donc, c'est vrai que souvent, le plus avantageux et le plus simple, c'est le système d'indemnité kilométrique. Vous avez un véhicule en perso, vous l'utilisez pour les déplacements pro, voilà, vous calculez les kilomètres parcourus et la société vous rembourse les ICA directement. Quand vous prenez le véhicule sur votre société en direct, là, il faut faire un peu plus attention à l'avantage en nature, à la TVS. Donc, ça crée une complexité un peu plus importante. Et à la fin des fins, fiscalement, ça peut ne pas être intéressant. Ok. On a donc plusieurs questions. Là, on a Farid qui nous demande s'il y a une contre-indication à être en SASU si c'est une activité secondaire et qu'on est salarié par ailleurs. Non, justement, ça peut être pas mal parce que si on est salarié en parallèle, on est dans le contexte où on a une rémunération qui nous garantit une protection sociale. Donc, via la SASU, on va pouvoir ne pas se verser de rémunération et tout se verser en dividende en jouant sur les 30% de flat tax. Donc, ça peut être une très bonne option de faire ça quand on est salarié en parallèle. Par contre, voilà, si on est sur une activité principale, là, on retombe sur la situation où en SASU, il faut à minima se verser de la rémunération pour valider ses trimestres de retraite, avoir une protection sociale. Concernant justement la flat tax à 30%, Florence s'interroge si c'est bien confirmé sur 2024 et 2025. Alors oui, 2024, aucun souci. Et 2025, a priori, ça ne doit pas bouger. Donc non, ça ne faisait pas partie des textes de loi sur la loi de finances là, qui est passée récemment. Donc non, pas d'impact. C'est vrai qu'ils n'avaient pas… Je crois que sur le premier gouvernement Barnier, il devait faire quelque chose pour augmenter la flat tax. Et donc finalement, le gouvernement Barnier, n'ayant pas survécu à la motion de censure, voilà, cette idée-là a été abandonnée et sur la loi de finances du dernier gouvernement, rien n'apparaissait sur la flat tax. Donc pour l'instant, ça reste comme ça en 2025. Et sinon, on a Jérôme qui nous demande si on peut dire un mot sur la taxe Puma en SASU. Oui, alors la taxe Puma, mais c'est justement pour éviter les situations où on se dit je ne me verse pas de rémunération et je me verse que des dividendes.
pour éviter ça, donc l'administration fiscale a créé cette taxe qui fait que vous devez payer sur vos dividendes une taxe, il me semble que c'est à hauteur de 8%. Alors, j'ai plus tous les critères en tête parce que on peut éviter la taxe PUMA même si on ne se verse pas de rémunération, si sur le foyer fiscal, on a des revenus salariés. Donc, si par exemple, on a un conjoint qui travaille, qui est salarié et qui génère, alors j'ai peur de dire des bêtises, je ne l'ai plus en tête, mais je crois que c'est autour des 30 000 euros de revenus. Dans ce cas-là, on s'évite la taxe PUMA, même si nous, sur notre société, on ne se verse pas de rémunération. Mais peut-être que je peux vous trouver un lien à partager dans le chat sur la taxe PUMA pour vous donner un peu plus de contexte. Hop, j'ai trouvé un lien de l'URSSAF, donc a priori l'info sera bonne. Super. Dans le chat, on a le lien. OK. Et donc, Florent nous demande s'il n'y a pas moyen de cotiser socialement différemment par le biais d'une rémunération en SASU. Non, il n'y a pas d'autre possibilité pour cotiser au régime général. Il vous faut vous verser une rémunération. En SASU, la rémunération, on la déclare sur fiche de paye. Et donc, sur la fiche de paye, après, les différentes cotisations vont aux organismes. Mais non, ça doit obligatoirement prendre la forme de rémunération. Après, peut-être pour compléter ma réponse, donc il y a des cotisations qui sont obligatoires et vous pouvez mettre en place des contrats complémentaires pour améliorer certains aspects de votre couverture sociale. Donc, par exemple, vous pouvez mettre en place un contrat mutuel pour améliorer votre couverture de frais de santé, un contrat de prévoyance, notamment pour améliorer les indemnités journalières versées en cas d'arrêt de travail, un contrat complémentaire pour votre retraite aussi. Et donc, ces contrats-là, vous allez pouvoir les faire figurer sur la fiche de paye. Mais l'avantage, c'est que c'est vous qui allez choisir le contrat en fonction de la protection sociale que vous souhaitez avoir. Donc, par exemple, pour le choix de la mutuelle, vous voulez un contrat qui vous protège mieux les yeux que les dents. Voilà, vous le choisissez en fonction et après, vous le faites prendre en charge par votre société. Donc là, les modalités vont être un peu différentes. En EURL, ce contrat-là, on l'appelle un contrat Madeleine et il va passer directement dans les charges. En SASU, il ne s'appelle pas Madeleine, mais on va pouvoir le faire figurer sur la fiche de paye et donc il sera payé en quelque sorte par la boîte, par la société. Et Willow se demande si on cotise plus de charges avec une EURL ou avec une SASU. Alors, on va plus cotiser en SASU avec les 75%. Après, je vais basculer peut-être sur la simulation. Parce que vu que ça coûte cher de se rémunérer en SASU, on aura un arbitrage où on va prendre de la rémunération, mais on va se garder du bénéfice pour se le verser en dividende. Alors qu'en EURL, vu qu'on paie des cotisations sociales sur les dividendes, on aura tendance à maximiser à fond sa rémunération pour baisser le bénéfice et ne pas avoir d'impôt sur les sociétés à payer ou pratiquement pas. Et donc forcément, vu qu'on va se verser plus de montants de rémunération, certes, les cotisations sociales qui s'appliquent sont moins importantes qu'en SASU, mais vu que la base va être plus importante, en fait, on va cotiser à la fin autant que si on avait été en SASU avec une rémunération bornée. Donc, sur la protection sociale créée, en fait, ça va être un peu kiff-kiff dans le sens où, vu qu'on prend plus de rémunération en EURL qu'en SASU, on va faire l'acquisition de points de retraite complémentaires en proportion. Alors, hop, slide suivante. Donc ici, sur cette simulation, toujours célibataire sans enfant, 125 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, 3 simulations. 2 simulations en SASU, une simulation en URL. La première simulation en SASU, donc c'est la SASU full dividende, où là, on va prendre que des dividendes et pas de rémunération. Donc, c'est la situation
qu'on va retrouver si je suis salarié en parallèle, si je suis au chômage ou si je suis à la retraite. Donc, j'ai 125 000 euros de chiffre d'affaires. Je déduis mes 10 000 euros de dépenses fournisseurs, mes 5 000 euros de frais mixtes. À la fin, j'ai 110 000 euros de résultats. Là-dessus, j'applique mon impôt société. Ça me coûte 23 250. Et à la fin, il me reste un bénéfice net d'IS. Je décide de tout me prendre en dividende. Donc, j'applique les 30% dessus. Donc, il me reste pour moi mes dividendes après flat tax, plus les frais mixtes payés par ma boîte, mes 5 000 euros. Donc, ça me donne 65 725 euros. Donc, ça, c'est hyper intéressant puisqu'il faut avoir en tête qu'on cumule les 65 725 avec du chômage ou avec des salaires de salariés. Donc, en termes de revenus cumulés, ça peut être hyper avantageux. Autre situation, en SASU, donc là, je ne suis pas au chômage, je ne suis pas salarié, donc j'ai besoin de me verser une rémunération pour me garantir une protection sociale. Donc ici, sur le haut, on est toujours pareil, 125 000 euros, je déduis mes 10 000 euros de dépenses fournisseurs, mes 5 000 euros de frais mixtes. Je vais me verser ensuite de la rémunération. L'arbitrage qu'on retrouve très souvent, c'est de se verser une rémunération sur la base du plafond annuel de la sécurité sociale, qui en fait est un montant de rémunération qui nous permet d'avoir le meilleur rendement entre les cotisations payées et la couverture sociale générée. Donc, je prends la rémunération à hauteur du PAS, du plafond annuel de la Sécu, donc 35 000 en rémunération nette, ça me génère 26 250 euros de cotisation sociale. Donc, à la fin, mon résultat, donc je déduis tout ça des 125 000, ça me donne 48 750. Là-dessus, je paie mon impôt sur les sociétés. Il me reste 40 813. Et là-dessus, je paie la flat tax. Donc, en cumulé, qu'est-ce qui me reste dans ma poche? Il me reste mes dividendes après flat tax, plus ma rémunération après impôt sur le revenu, plus mes frais mixtes. Et donc ici, on est à 65 813 euros. On va comparer ça maintenant avec l'EURL. Donc en EURL, l'arbitrage, le plus souvent, il va être de maximiser la rémunération pour ne pas avoir d'IS à payer. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Je suis à 125 000, je déduis les dépenses, les frais mixtes, ma rémunération et les cotisations sociales liées à ma rémunération. Je n'ai plus rien en résultat. Donc, à la fin, concernant mes revenus, il me reste ma rémunération nette d'impôt sur le revenu plus mes frais mixtes. Donc, ça nous donne 67 000 euros de revenus nets après impôt sur le revenu. Je vois la remarque de Florent, SASU, 30% de flat tax, parce qu'en fait, on cumule la flat tax sur les dividendes et l'impôt sur le revenu sur la rémunération. Dans IR et prélèvements sociaux, le D entre parenthèses. Donc, sur la simulation en SASU, on n'a pas juste la flat tax sur les dividendes, on a la flat tax sur les dividendes plus l'impôt sur le revenu lié à la rémunération prise. C'est pour ça que voilà, on ne tombe pas sur les 12 000. Ok, donc là, ce qu'on remarque avec nos simulations, c'est que, mine de rien, il y a une différence, mais elle n'est pas non plus astronomique. Ça se joue à un peu moins de 2 000 euros entre la SASU et le URL. Donc, voilà, il n'y a pas, si on choisit la mauvaise forme juridique, voilà, l'enjeu, il n'est pas non plus très grand. Voilà, le différentiel entre les deux n'est pas monumental. Donc, c'est une petite erreur, ça nous coûte un peu, mais voilà, c'est pas non plus rédhibitoire et c'est pas
de grosses sommes qu'on laisse filer. Après, là, c'est le cas sur 125 000 euros, mais forcément, si on augmente les chiffres d'affaires, l'enjeu il va être encore plus important à la fin pour s'éviter de trop payer d'impôts sur le revenu. Ok. Et alors, on va prendre des dernières questions. Willow demande si la rémunération nette ne va pas augmenter avec les charges sociales. Ne va pas augmenter les charges sociales. Si, bien sûr. Si en SASU, on décide d'augmenter sa rémunération nette, on augmente les cotisations sociales liées. Pareil en EURL, c'est ce qu'on voit. En EURL, on maximise la rémunération avec les 77 000, mais derrière, on se crée des cotisations sociales à 33. Et c'est pour ça que je vous disais qu'en termes de protection sociale créée, vu qu'on prend beaucoup de rémunération, on va payer des cotisations sociales sur une base qui est assez importante. Au final, entre la protection sociale créée en SASU avec une rémunération limitée à 35 000 et une protection sociale créée en EURL sur une base de 77 000, on est à peu près kiff-kiff en fait en termes de protection sociale générée, en termes de retraite complémentaire glanée. Donc voilà, c'est pour ça que sur la nature de la protection sociale générée, vu les arbitrages faits, c'est à peu près kiff-kiff à la fin. Par contre, à montant égal de rémunération, là, non, il y a une vraie différence de protection sociale entre la SASU et le URL. Alors, on a pas mal de questions qui arrivent. On va essayer de les prendre très rapidement parce qu'on a dépassé notre temps imparti pour ce webinaire. Est-ce que plus la rémunération est élevée, plus l'URSSAF augmente dans le cas de l'EURL? Oui, c'est ça. Plus la rémunération est élevée, plus les cotisations sociales augmentent. C'est ça. Après, l'arbitrage, là, on a fait cet arbitrage sur 125 000 euros de chiffre d'affaires. Mais pour les gros chiffres d'affaires et pour les foyers qui sont fortement imposés, ça ne va pas être ce même arbitrage. Généralement, on va prendre une rémunération qui va être assez élevée, mais on va malgré tout se garder des dividendes pour jouer sur les 12,8 d'impôt sur le revenu. Parce que forcément, plus on prend de rémunération, plus les cotisations augmentent, mais aussi plus l'impôt sur le revenu va augmenter. Et l'impôt sur le revenu, quand on prend de la rémunération, c'est l'impôt du barème progressif. Alors que les dividendes, l'impôt sur le revenu qui s'applique, c'est l'impôt fixe à 12,8. Donc, voilà, là, c'est un arbitrage sur une simulation de données, mais vraiment en fonction de chaque situation, en fonction de chaque réalité, si on est fortement imposé ou non, si on a d'autres revenus à côté ou pas, voilà, les arbitrages vont être totalement différents. D'où l'avantage et l'intérêt de se faire accompagner par un cabinet d'expertise comptable aussi. C'est de pouvoir avoir accès à ces conseils sur quel arbitrage faire entre rémunération, dividendes, quels frais mixtes passer, sur quel montant pour éviter de redressement. Donc, ça, c'est notre rôle en tant que cabinet d'expertise comptable. Voilà, au-delà de produire des documents, c'est aussi faire du conseil, notamment sur ces aspects-là d'optimisation, rémunération, dividendes, frais. Ok. Est-ce que l'âge, ça peut jouer entre EURL et SASU? Alors, au-delà de l'âge, ce qui peut jouer, c'est votre condition de santé. Je m'explique. En EURL, si vous devez mettre en place des contrats complémentaires pour améliorer votre prévoyance, donc voilà, notamment la prévoyance, c'est les indemnités journalières versées en cas d'arrêt de travail, ces contrats-là se mettent en place via des assureurs privés. Et donc, les assureurs privés vont vous faire passer un questionnaire de santé. Et forcément, si vous avez des antécédents de santé voilà, complexes, le contrat va vous coûter cher, voire parfois certains assureurs ne vont pas vouloir vous couvrir. Donc là, il y a un réel risque de ne pas avoir la protection sociale dont vous avez besoin. Alors qu'en SASU, on n'a pas cette discrimination à l'entrée. Vous pouvez mettre en place des contrats complémentaires pour la prévoyance, mais voilà, pas soumis au questionnaire de santé. Donc, voilà, au-delà de l'âge, je dirais que l'enjeu anticipé, c'est le besoin en protection sociale. Est-ce que vous avez des antécédents de santé complexes ou pas? Et si oui,
privilégier peut-être la SASU. Certes, ça vous coûtera plus en cotisation sociale, mais au moins, elle vous garantira un niveau de protection sociale dont vous avez besoin. Couvert. OK. Et pour finir, Mohamed demande si on peut aborder l'option de la SASU à l'IR, option fiscale autorisée pour une durée de 5 ans au maximum. Oui, donc là, ça va devenir un poil technique, mais la SASU a l'impôt sur le revenu. En effet, c'est une option fiscale. Donc, au lieu d'être à l'impôt société et ici devoir payer les 15 et 25%, on va pouvoir payer de l'impôt sur le revenu sur le bénéfice. Et on va pouvoir se verser quand même, déclarer une forme de rémunération pour avoir des cotisations sociales. Et donc, l'intérêt, il peut être que sur l'imposition en SASU à l'IR, les bénéfices sont un peu moins imposés. Notamment, on ne retrouve pas les prélèvements sociaux à hauteur des 17,2. On a un taux de prélèvement qui est un peu plus faible. Donc, ça peut être une optimisation. Malgré tout, il peut y avoir un risque sur comment dire ça, sur comment l'URSSAF et les impôts appréhendent le bénéfice, notamment si vous ne vous versez aucune rémunération. Ils vont parfois considérer le bénéfice comme une rémunération et vous faire payer des cotisations sociales dessus. Donc voilà, nous on a identifié ce risque-là. C'est pour ça qu'on ne pousse pas forcément la SASU à l'impôt sur le revenu dans toutes les situations. Il y a des situations où ça nous paraît très pertinent et où le risque est assez faible, notamment les situations où on est à la retraite en parallèle de la création de sa SASU. Là, ça peut être intéressant d'être en SASU à l'IR. Mais dans d'autres situations, voilà, on va considérer qu'il y a un risque de requalification du bénéfice en rémunération. Très bien. Du coup, rapidement, est-ce que tu peux nous parler de l'accompagnement Number? Oui, très rapidement. Je le disais en intro, on est spécialisé dans l'accompagnement à la création d'entreprise. Et donc, sur la création, on va mettre en place différentes étapes, notamment la première étape qui est un rendez-vous conseil qui est gratuit et sans engagement. Donc, si vous avez un projet de création, que vous posez des questions sur quel format choisir, on va pouvoir vous recevoir dans nos bureaux ou faire ça par visio et vous conseiller sur micro, URL, SASU. Voilà, les différents éléments que j'ai pu vous donner lors du webinaire seront évoqués en rendez-vous individuel. Suite à ce rendez-vous individuel, si vous souhaitez créer votre société et si vous voulez passer par nos services pour le faire, on va pouvoir prendre en charge toutes les étapes de création jusqu'au CABIS, jusqu'à l'immatriculation. Donc, on va réaliser la rédaction des statuts, le dépôt de capital, la constitution du dossier, la rédaction de l'annonce légale et la publication auprès du journal. Donc, on va tout réaliser de A à Z pour immatriculer votre structure. Et là, dans le cadre du partenariat avec le hibou, vous avez droit au rendez-vous conseil gratuit sans engagement, plus la création de sociétés offertes. Donc, on ne prendra aucun honoraire d'accompagnement juridique pour la réalisation des différentes étapes. Et une fois votre société créée, en tant que cabinet d'expertise comptable, on sera là pour répondre aux différentes obligations administratives. Donc, la TVA, le bilan, la liasse fiscale, le juridique annuel. Mais en plus de faire la partie purement admin, on est là également pour vous conseiller. Donc, je l'ai évoqué, les conseils, rémunération, dividendes, frais déductibles, mais également des conseils à plus haute valeur ajoutée sur ma protection sociale en tant que dirigeant d'entreprise, sur des montages juridiques pour optimiser vos revenus. Donc, ça peut être notamment, on a été pas mal sollicité là par nos clients, sur des créations de holding et de SCI pour des investissements en immobilier. Et jouer sur le régime d'imposition mère-fille, voilà, pour faire remonter des dividendes sur leur holding et s'éviter de payer trop d'impôts. Donc voilà, ce sont des missions qu'on peut avoir avec nos clients de conseils à haute valeur ajoutée. Et donc pour conclure, on est présent partout en France. Vous avez la carte de France sur la slide.
Il manque quelques villes. Là, on a ouvert de nouvelles villes à Strasbourg, à Reims, à Rennes. Et donc, l'idée, c'est que vous avez un cabinet Number de proximité que vous allez pouvoir voir régulièrement tout au long de la vie de votre structure, à minima une fois par an pour le bilan, avec un conseiller dédié disponible par mail, par téléphone, en visio ou en rendez-vous présentiel dans les bureaux. L'offre est sans engagement et au-delà de la partie accompagnement humain, vous avez également un accompagnement qui va être digitalisé grâce aux applications de notre partenaire Time. Donc, il y a 2 apps. Une app pour gérer sa facturation, une app pour gérer ses justificatifs de frais. Donc, on est synchronisé au compte bancaire professionnel. Donc, on voit toutes les opérations bancaires du compte pro depuis l'appli et on va pouvoir prendre en photo le justificatif pour lui donner une valeur probante. Même si je perds le justif papier, la photo prise via le téléphone fera foi. Donc, nous, ça nous permet de récupérer toute la donnée comptable pour faire la TVA, le bilan. Donc, on ne va pas vous solliciter tous les mois et vous demander de venir au bureau avec des pochettes de facturettes ou de justificatifs. Tout se fait en démat via les applications. Et puis, dernier point, Time, au-delà de la partie application de gestion, c'est également un compte bancaire professionnel. Donc, ça vous permet d'avoir une solution tout intégrée. La création, la comptabilité, le conseil, les apps de gestion et le compte bancaire pro. Donc, si vous voulez avoir accès au fameux rendez-vous conseil gratuit et sans engagement, vous pouvez scanner le QR code qui est juste ici. Et également, ça vous permettra de récupérer la présentation. Sachant que nous, la session est enregistrée, le replay est envoyé par mail à tous ceux qui s'étaient inscrits et il sera également disponible sur la plateforme Le Hibou dans le dashboard des indépendants et sur notre chaîne YouTube également. Parfait. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Oui, peut-être dernier point sur l'offre en partenariat avec le Hibou. Donc, on a la création de sociétés offertes et on a également le premier mois d'accompagnement comptable. Ah oui, Flora, il me manque le portage salarial. On était ric-rac niveau temps, mais je peux l'évoquer maintenant. Alors, sinon, Florent, sachez qu'on a déjà fait pas mal de webinars sur le sujet. Donc, sur la plateforme Le Hibou, vous allez pouvoir retrouver le replay, notamment, je crois que le dernier en date, ça devait être avec Jump, je crois, où on a bien détaillé aussi la partie portage salarial. Mais en gros, pour faire une réponse très simple sur le portage, par rapport au format société qu'on a vu, le portage salarial, en fait, l'idée, c'est que vous avez, vous, votre chiffre d'affaires. La boîte de portage va récupérer ce chiffre d'affaires et va vous le reverser sous forme de fiche de paye. Donc, sur la partie administrative, en fait, vous n'avez pas grand-chose à gérer. La boîte de portage fait tout pour vous. Vous faites les fiches de paye tous les mois. Vous avez, grâce à ça, la couverture sociale de salariés classiques. Donc, vous cotisez pour le chômage. Vous avez une couverture sociale qui est ultra complète. Par contre, l'inconvénient, c'est que cette couverture sociale va vous coûter un peu cher, puisque quand on était à 45% de cotisation en URL, en portage salarial, on est pratiquement à du 100% entre les charges salariales plus les charges patronales. Donc, en portage, la couverture coûte plus cher et fiscalement, il y a beaucoup moins d'optimisation possible. On l'a vu, on peut optimiser, nous, en société, en prenant de la rémunération, des dividendes. En portage salarial, ce n'est pas le cas. La fiche de paye, c'est du salaire, donc c'est imposé comme du salaire. Ce qui signifie que le salaire va subir le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc, si vous avez des montants de salaire importants, l'impôt sur le revenu sera exponentiel. Alors qu'en société, avec l'arbitrage sur les dividendes, on peut faire en sorte de ne pas exploser tous les plafonds d'impôt sur le revenu et d'être imposé une partie sur la flat tax avec l'impôt à 12,8. Donc voilà, concrètement, en synthèse, le portage, c'est top si on veut se faciliter la vie sur la partie administrative. Par contre, en termes de revenus nets disponibles à la ferme, c'est beaucoup moins avantageux. Il peut y avoir une grosse différence avec les revenus qu'on arrive à se tirer si on est en format société.
Après, le gros avantage, c'est si on n'a pas de mission, si on est inactif, en effet, on peut prétendre au chômage quand on est en portage salarial, comme tout salarié. Voilà. C'est des questions de choix derrière ou de priorité. Exactement. Super. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Laurent, pour tous ces éclairages. C'était très, très complet cette session aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, attentifs. Merci pour toutes vos questions. On retrouve l'offre dont vous a parlé Laurent sur la plateforme Le Hibou, donc avec l'ouverture de société qui est offerte, et ainsi que le premier rendez-vous. Donc, vous pouvez y aller pour en bénéficier. Et on se retrouve prochainement. Nous avons un prochain webinaire sur un tout autre sujet, puisqu'on va parler des enjeux de cybersécurité dans le contexte géopolitique actuel, avec un expert du sujet, et ce sera le 25 avril. Merci à tous. Merci encore, Laurent. Et passez une bonne journée. Et puis, bonne mission à tous ceux qui sont en mission actuellement. Merci Guénaël, merci à tous. À bientôt. Au revoir.